Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne sur NRTV, quotidienne du mercredi 11 octobre. Et alors au sommaire, aujourd'hui dans l'actualité, eh bien vous le savez certainement, la nouvelle loi cantonale sur l'énergie est actuellement en consultation. Elle a été présentée mardi soir ici à Nyon par le conseiller d'État Vassilis Venizelos. Alors quelles conséquences eh bien, pour les acteurs et les actrices du domaine du bâtiment dans la région, et puis quelles conséquences également pour les citoyens, les propriétaires? On en parle avec vous, Edita Graff, bonjour. Bonjour. Vous représentez Athéna Immobilier, donc une agence immobilière à Nyon, et Thomas Filippetto, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur et cofondateur de Optimal Way, qui est une entreprise spécialisée dans l'énergie durable, panneaux solaires notamment, mais aussi chauffage. On va discuter de tout ça avec vous. Et puis on va passer en sport aussi avec Omnisport Gland, avec vous Vincent Guillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le membre du comité donc de cette association qui rassemble des amateurs passionnés pour jouer au foot en salle, basket ou uni-hockey. Et aussi Jean-Claude Beauvais, bonjour. Vous êtes l'ancien président donc de ce club qui a fêté ses 80 ans le week-end passé à Gland. On va pouvoir faire la lumière donc sur ce club. Et vous le voyez derrière moi, squelette, sorcière, mais aussi Cédric et Gaël. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est le retour d'Halloween, Halloween-la-Côte à Gland qui sera fêté le 28 octobre. Voilà pour le plateau. Mais en dehors, Andrea, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Où es-tu? Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Regardez, j'ai cette petite invitation d'Arglan, association des peintres et sculpteurs de la Côte, qui célèbre son 30e anniversaire du 19 au 20 octobre aux côtés du théâtre de Grandchamp. Eh bien, je vous propose d'aller en rencontre justement des artistes qui vont participer à ces ateliers et surtout à la rencontre de notre président. Bonjour, bonjour. Bonjour Aline, Andrea. bonjour, comment ça va? Tranquille, Merci de me recevoir seulement. ici dans votre atelier. Waouh, c'est beau, hein? C'est Merci. magnifique. Vous étiez en train de faire quoi, Aline? Je suis en train de faire la polychromie De la polychromie? Oh là là, regardez, c'est magnifique. Cet ancestrale. atelier d'Aline, qui est artiste, peintre, sculptrice, de la polychromie. Qu'est-ce que c'est? Alors, cette polychromie, histoire c'est une vieille recette de l'Antiquité. On dirait une vieille recette de sorcière, C'est Aline. un peu simple. Avec la colle de peau de lapin. Exactement, colle de peau de lapin, du plâtre et des pigments. Là, j'ai fait 3 ou 4 mélanges de pigments différents. Naturellement, ça se fait au bain-marie parce que autrement, ça ne pourrait pas fonctionner. Maintenant, le mélange, il est fait. On va découvrir tout ça en votre compagnie d'ici quelques instants. On visitera justement l'atelier d'Aline. À tout de suite, Alexandre. À tout à l'heure, Andrea. J'ai hâte de découvrir ces recettes de sorcières, comme tu les appelles. Voilà. On va passer tout de suite donc, eh bien, à l'actualité. Thomas Filippetto et Edita Graff, rejoignez-moi seulement en plateau, voilà, pour parler de cette nouvelle loi cantonale sur l'énergie qui a été présentée donc mardi soir par le conseiller d'État Vassilis Venizelos à Nyon. Alors, entre mesures, restrictions et subventions pour atteindre la neutralité carbone en 2050, quelles conséquences concrètes dans notre région pour les entreprises et le contribuable si cette loi devait être acceptée? Je rappelle qu'elle est en consultation jusqu'au 21 novembre avant l'approbation donc prochaine ou non du Grand Conseil vaudois. Alors Thomas Filippetto, je le disais en introduction, donc vous représentez Optimal Way qui est cette entreprise donc qui est basée à Coppet, aujourd'hui spécialisée dans l'énergie durable notamment. Eh bien ça concerne, bah oui, tout ce qui concerne aussi cette loi, l'isolation, les panneaux solaires, le chauffage. Alors j'ai envie de dire, vous devez vous réjouir de cette loi. Vous aimeriez qu'elle passe, cette loi? Ce serait tout bénéfice pour votre business, non? Oui, alors clairement oui, au niveau économique, clairement ça aura des effets pour les entreprises comme les nôtres et aussi toutes les entreprises qui installent du matériel ou qui font en sorte que tout fonctionne bien. Par contre, pour être tout à fait aussi honnête, pour balancer ça, l'idée c'est de se dire que ça arrive comme dans un contexte énergétique assez tendu où les gens payent leur énergie de plus en plus cher, l'énergie n'est plus forcément disponible, donc je ne vais pas me réjouir de ce côté-là, mais l'avantage, c'est que ça nous met face en fait, à un défi qui est de se dire il faut que les gens passent de consommateurs passifs à producteurs de leur énergie, en fait, tout simplement. Et c'est ça le gros challenge qui arrive. Et oui, parce qu'effectivement, il y aura des obligations, que ce soit pour les communes, mais aussi les entreprises, et du coup les propriétaires aussi de bâtiments, notamment avec ce certificat cantonal énergétique des bâtiments en matière d'électricité et d'isolation. Les panneaux solaires aussi, on dit que Vaud veut devenir un canton solaire, ce sont les mots donc du conseiller d'État. Il y a aussi toute cette loi qui viserait à éteindre les vitrines et les enseignes donc des magasins le soir, mais aussi voilà, alors des subventions, 15 à 20% de l'investissement par le canton pour du coup les
les propriétaires qui devraient faire tous ces changements d'ici 2050, mais quand même le contribuable qui devrait payer, enfin le contribuable, les propriétaires de bâtiments qui devraient changer à la fois leurs bâtiments et leurs maisons. Et notamment, justement, je m'adresse à une agence immobilière, Athéna Immobilier, que vous représentez, Edith Agraff. Alors vous voyez ça de quel œil, cette loi? Est-ce qu'elle est bien présentée? Est-ce qu'elle est bonne? Et quelles conséquences pour une régie immobilière? Alors, en ce qui concerne la loi, j'avoue que je ne connais pas absolument tous les détails et je pense que comme chaque loi, il est important de lire attentivement des points, les articles qui seront proposés dans cette loi. En tout cas, il est le sujet qui pique beaucoup le propriétaire aujourd'hui, c'est l'interdiction de chauffage électrique. Et évidemment, le forcing sur les optimisations énergétiques des bâtiments. Oui, c'est-à-dire qu'on doit enlever tout ce chauffage au mazout, on doit passer à la fois sur pompe à chaleur et puis sur une autre manière énergétique aussi de produire le chauffage et du coup l'électricité. Alors l'électricité aujourd'hui, on essaye de la fabriquer de manière la plus écologique possible, notamment grâce aux installations de panneaux photovoltaïques et panneaux solaires. Hein, donc ce sont deux choses différentes. Parfois on mélange, mais en tout cas c'est un système qui marche dans une certaine proportion. On sait qu'il est important de développer les technologies et ça vient petit à petit pour chauffer ou pour exploiter des surfaces plus grandes dans les bâtiments à plusieurs étages. On parle de quartiers entiers. Mais concrètement, j'aimerais comprendre, parce que dans une agence immobilière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette loi, elle devait passer dans les prochaines années, vous allez devoir revoir complètement à la fois l'agencement des maisons et des immeubles aussi que vous possédez. Alors, au niveau de notre agence, nous suivons la qualité énergétique depuis plusieurs années. En 2018, le certificat CECB, qui est un certificat de qualification énergétique, est devenu obligatoire lors de transfert de l'achat, en fait, de vente, on va dire ça comme ça, donc le transfert d'acquisition. Et c'est le propriétaire qui devait évaluer le niveau énergétique de leur bâtiment. Aujourd'hui, on sait que quasiment 90% des immeubles, on parle des immeubles de PPE, ont déjà évalué leur niveau énergétique, donc ils savent déjà à quel niveau énergétique ils sont et ils peuvent aussi partir sur les optimisations énergétiques pour améliorer leur performance. Oui. Donc ça, c'est au niveau de l'immobilier. Alors au niveau de l'immobilier, voilà, Thomas Filippetto, j'aimerais savoir aussi, parce que depuis ces dernières années, ce business dans lequel vous êtes, forcément se développe, parce que on est de plus en plus intéressé à se dire, cette transition énergétique va bien falloir peut-être la prendre à un moment donné. Cette loi cantonale, justement, elle viserait aussi à encourager tout ça. Vous qui avez contact à la fois avec les communes, les entreprises, les particuliers, quand vous développez ça, quel sentiment vous ressentez, quel potentiel changement de mentalité il y a eu ces dernières années? Le gros changement qu'on ressent du point de vue du terrain, parce qu'effectivement on est au contact avec ces gens-là au quotidien, c'est qu'en fait on se rend compte que les gens ils comprennent plus ce marché de l'énergie où le prix de l'électricité peut augmenter de 50% comme ça s'est passé cette année, alors qu'on dit qu'on produit de plus en plus localement. Et du coup les gens, face à ça, ils se disent, mais nous, ce qu'on a besoin, c'est d'énergie à prix stable et disponible en fonction de nos besoins. Et du coup, ils nous demandent tous d'être le plus autonome possible parce qu'ils se disent que s'ils prennent en main l'énergie, s'ils produisent leur énergie, ils se rendent compte, du coup, ça dépend d'eux et ils sont plus un peu à la merci d'une grande mécanique européenne qu'ils ne comprennent pas, en fait. C'est ça le constat. Est-ce que c'est une bonne manière dans cette loi, justement? Il y a quand même un côté où on va obliger les gens, clairement. Alors, on laisse potentiellement, ce délai où on dit d'ici 2040 ou d'ici 2050 pour les chauffages, pour l'électricité. Mais à un moment donné, il y a ce côté obligation aussi de devoir mettre la main au portefeuille. Ça, comment vous le sentez justement sur le terrain? C'est peut-être quelque chose qui peut-être rebute un petit peu? Oui. Alors, ça rebute effectivement une partie des propriétaires qui ne peuvent pas forcément prolonger leurs hypothèques parce qu'ils ont un certain âge et que de ce côté-là, peut-être les banques ne vont pas suivre facilement. Et du coup, c'est là où effectivement le côté contraignant, selon moi, devrait être accompagné d'aide parce que forcer les gens à faire des choses, c'est bien si on leur fournit aussi les solutions
Et les solutions ne sont pas que techniques, parce que ce qui est technique marche très bien depuis des dizaines d'années, c'est juste que c'est maintenant qu'on s'y intéresse. Par contre, il faut aussi des solutions de financement. Alors, solutions financières, justement, on parle de 120 millions de francs de subventions fédérales et cantonales pour ce projet de loi. Ce serait 15 à 20% de l'investissement qu'amèneraient les particuliers ou les entreprises pour développer les panneaux solaires. Mais est-ce que c'est assez, pas assez? Est-ce que finalement l'aide financière suffit, ou il y a aussi ce changement de mentalité qui devrait opérer? Alors, il faut effectivement les deux, en fait. L'aide financière, elle est incitative, mais en fait, on se rend très bien compte que une fois qu'on a fait les calculs, que économiquement tout s'amortit très bien et se rembourse. Et en fait, on doit passer de coûts d'investissement à aujourd'hui des coûts d'exploitation tous les ans ou tous les mois, on paye nos factures, en fait. Et il faut plutôt voir ça comme j'investis dans l'avenir de ma maison, et quelque part, comme ça, mon bien, il prend de la valeur. Et mine de rien, à la revente, c'est aussi quelque chose qu'on peut valoriser. Donc, il y a quand même des opportunités là-dedans, mais je suis d'accord que la partie financière doit être accompagnée selon moi. Oui, alors il y a cette partie financière, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, parce que transition énergétique, on parle de ces pompes à chaleur, on parle de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques, mais est-ce que, Edith Agraf, est-ce que ça ne remettrait pas aussi la question du nucléaire sur le débat, finalement? Évidemment, ça remet la question du nucléaire. Est-ce qu'on va pouvoir alimenter nos futures voitures, par exemple, en grande quantité d'électricité qui doit être fabriquée quelque part? On n'est pas encore arrivé à équiper avec des panneaux photovoltaïques toutes les toitures de nos garages ou autres. Donc, elle va devoir venir de quelque part, et je pense que pour la Suisse, ce qui sera important, c'est d'avoir une neutralité vis-à-vis des autres pays et ne plus devoir acheter cette énergie à l'étranger, la chose qu'on fait actuellement. Donc avec les normes de l'Union européenne. Ouais. Ça relance effectivement le débat politique là-dessus. Oui. Mais revenons peut-être sur cette loi concrète et puis sur les changements possibles sur l'immobilier. Est-ce que tout est réalisable dans cette loi qui a été présentée par le Conseil d'État, selon vous ? Alors, il y a des aspects techniques, bien entendu, qui sont à prendre en considération. Après, il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui sont réalisables. Et on peut comme pas quoi, dire, justement les optimisations énergétiques, justement, changement de type de chauffage, notamment les pompes à chaleur, oui. Et alimentation d'une partie d'énergie par les panneaux solaires, quel que soit le type, photovoltaïque ou solaire. C'est quelque chose qui est déjà disponible, ça existe, ça a été testé, retesté, donc on sait qu'on peut le faire. Mais il y a ces bâtiments financier, effectivement, est très important. Et il y a ces vieux bâtiments, justement, aussi. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ces gens qui ont acheté leur bâtiment dans les années 70, 80 ? On leur disait c'est tout en électrique, et puis là... Effectivement, alors on a la région de la Terre Sainte, donc dans notre district, qui est concernée par le chauffage électrique. Il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas alimentés autrement que par le chauffage électrique. Personnellement, je fais des estimations de plusieurs de ces maisons. Après, il y a carrément des PPE qui ont été construites et chauffées par un système électrique. On parle d'un chauffage de basse température, parce qu'en fait, malgré que c'est du électrique, on ne parle pas de ces vieux panneaux qui sont contre le mur. On parle plutôt de chauffage à basse température qui circule dans le tuyau pour le chauffage au sol. Donc la consommation, elle est calculée d'une autre manière dans chaque type d'installation. Cela dit, il y a des quartiers, je donne l'exemple de quartier de Saint-Sergue, de chez Au-dessus, qui est un très très charmant quartier construit dans les années 70-80, je crois, et puis dans lequel plusieurs groupes de bâtiments sont toujours en chauffage électrique au sol. D'accord. Et on sait que typiquement dans ce type de bâtiment, le changement de l'installation électrique, enfin chauffage, en chauffage par exemple pompe à chaleur, sera en fait nécessaire de le faire peut-être un jour, oui. Mais ça passera par
le fonds de rénovation lequel dispose la PPE, donc dans la propriété par étage, et surtout les subventions qui pourraient être apportées par l'État pour valoriser ce type de changement. Alors là, effectivement, on rentre vraiment dans le technique, mais Thomas Filippetto, j'aimerais votre avis, justement, vous qui travaillez pour la rénovation de ces immeubles, de ces maisons. Est-ce que tout est réalisable aujourd'hui dans la région de la Côte? Oui, alors la question, je voulais revenir dessus, merci de me la poser. En fait, c'est réalisable, mais les objectifs sont assez ambitieux, ne serait-ce qu'en termes de couverture de panneaux photovoltaïques dans la loi. Mais en fait, le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a du matériel, mais on n'a pas forcément les entreprises et les gens pour le faire, la compétence. Et ça, c'est un gros sujet qui est rarement quand même... Enfin, ça commence à être abordé, mais c'est qu'on a beau avoir la technologie qui est disponible, si on n'a pas les PME qui sont formés, qui arrivent avec ce nouveau matériel à bien l'installer et puis à faire des systèmes intelligents, c'est là qu'il y aura le goulot d'étranglement, ça c'est sûr. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'on parle dans la loi de canton solaire. Il ne faut pas oublier qu'en Suisse, il fait suffisamment beau pour produire du courant avec des panneaux que 30% du temps. Et on a besoin d'énergie 100% du temps. Donc il faut travailler aussi sur les 70% du temps restant, ce qui n'est pas vraiment abordé, avec des systèmes de stockage ou des choses qui permettent de différer l'utilisation du courant. Et en ça, c'est assez lacunaire finalement. Et le nucléaire, justement ? Alors, pour ma part, le nucléaire, il existe, donc pour l'instant, avant de pouvoir l'enlever, on ne peut pas faire des équivalences en disant tiens, un réacteur nucléaire produit tant d'énergie, je vais remplacer par tant de panneaux photovoltaïques qui produisent la même quantité. Parce qu'en fait, ils ne produisent pas au même moment. Le fait est qu'on a besoin d'énergie en continu, la nuit quand il ne fait pas beau, et surtout la nuit, l'hiver, quand on importe beaucoup de courant européen qui est très carboné. Et du coup, juste mettre des panneaux, ça ne va pas suffire. Il faut vraiment avec des systèmes d'autonomie énergétique, et c'est pour ça qu'on aime bien dire que mettre des panneaux, c'est la première étape vers une autonomie énergétique. Après, il faut des systèmes de stockage pour répondre complètement au défi de la neutralité carbone, car si on continue à faire des équivalences annuelles en disant en moyenne sur l'année, ok, j'ai produit de l'énergie l'été quand il fait beau, j'ai consommé du courant très carboné européen l'hiver quand il fait nuit, ça ne va pas marcher, on ne va pas résoudre la question. Donc il faut aller un petit peu plus loin de ce côté. Le débat est vaste. Justement, effectivement, merci beaucoup à tous les deux de vous être exprimés là-dessus, sur cette future loi cantonale, donc avec l'horizon zéro carbone 2050. Merci à vous, Thomas Filippetto, qui représente Optimal Way, donc à Copé, et Edith Agraf qui représentait Athéna Immobilier à Nyon. Merci à tous les deux. Andrea, on te retrouve donc. Alors, c'est quoi la potion justement de sorcière ? J'ai pas bien compris, explique-moi tout. Oui, alors là, on a fini, Alexandre. Regarde, notre petit cheval, il est tout beau, tout joli, en couleur. Voilà, je te rappelle qu'on est dans l'atelier d'Aline, qui est artiste, peintre et sculptrice. On est ravis d'être dans ce lieu. Aline, c'est assez exceptionnel. Vous n'avez jamais ouvert ce lieu à personne. Non, effectivement. Mais pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas. En fait, c'est mon lieu à moi. C'est ma petite bulle. Je me sens en sécurité. Je me sens chez moi. Je me sens bien. J'ai peut-être pas forcément envie de cet atelier comme ça, tout le monde. Alors, c'est une exception pour Andrea. Bon, pas que pour Andrea, pour Alerte aussi, puisque vous êtes à la maison et puis vous nous voyez. Alors, on va le voir un petit peu ensemble. On va peut-être naviguer ici au fur et à mesure de vos pièces, Aline. Pourquoi ce lieu, il est important pour vous? C'est ici que vous créez tout, mais qu'est-ce qui vous fait ressentir finalement ce lieu d'artiste? Alors, moi, c'est, comme je viens de le dire, c'est ma bulle, ma sécurité. J'ai le sentiment d'être dans un espèce d'espace et je suis très privilégiée d'avoir un tel atelier. Je peux écrire en toute sérénité, je peux vraiment me laisser aller. J'ai cette particularité, c'est de m'isoler en fait, et puis de me laisser envahir un peu, non seulement par l'espace, mais aussi par la matière. Ouais. Alors, aussitôt que j'ai les mains dans la matière, j'ai l'impression que ça s'envole et ça vient tout seul. Vous avez des œuvres partout, Aline. Ouais. Alors, on voit là, il y a des sculptures, il y a des tableaux au sol. Ça fait plus de 40 ans que vous créez. Vous avez réellement trouvé votre patte. La touche Aline, c'est quoi? Oui. Alors, la touche Aline, c'est un peu déjà d'expérimenter, parce que j'aime toucher à tout. Je suis vraiment une touche à tout. J'expérimente absolument toutes les matières, toutes les techniques mixtes, comme on appelle. Et du coup, je peux passer aussi bien du figuratif à l'abstrait, dans les tableaux, donc dans les peintures ou dans les sculptures. C'est un peu ma patte, c'est vraiment de toucher à tout, mais je reste quand même fidèle à certaines techniques, comme tout ce qui est justement oxydation, les patines et la polychromie. J'ai quand même un peu cette orientation particulière. J'utilise de temps en temps l'émail, mais c'est pas ce qui m'anime le plus. C'est vraiment de toucher la matière avec ses patines et ses oxydes.
Ouais. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que vous créez justement cet événement Art-Gland où vous réunissez plusieurs artistes, plusieurs peintres qui seront réunis du côté de Grandchamp. C'est le 30e anniversaire. On parlait tout à l'heure du marché de l'art. Vous me disiez, Aline, alors il y a plus de public. C'est aujourd'hui 500 personnes qui viennent environ à notre manifestation, mais les gens achètent beaucoup moins. Les gens achètent moins. Alors, moi, je pense que cette particularité est due à ce qui se passe actuellement dans le monde, hein, que ce soit politique, que ce soit... et puis, c'est pas une priorité. L'art n'est pas une priorité aujourd'hui. Donc, les gens, ils vont peut-être garder cet argent pour des choses plus importantes plutôt que d'investir dans l'art. Nous, c'est un peu une désolation, bien sûr. Même si on a des ventes, on peut pas dire qu'il n'y a pas de vente du tout, mais il y en a moins. Ouais. Il est comment le public de la Côte? Oh, je le trouve charmant, extraordinaire. Il est tellement enthousiaste, il arrive, il a les yeux écarquillés comme un enfant. Et on sent que les gens sont avides, par contre, de regarder. Même s'ils peuvent pas acheter, on sent, il y a une année que des compliments sur notre exposition. Donc pour nous, ça nous touche énormément. Et c'est ça un peu la rançon du bonheur, c'est de voir les gens heureux repartir avec une nourriture. Ils se sont nourris de cette manière-là. C'est la nourriture de l'âme, comme je l'appelle moi. Là. Donc finalement, sortir de l'atelier pour aller exposer ensemble. Tout à fait, absolument. Et on pense tous la même chose par rapport à ça. Justement, cette 30e, elle est particulière pour vous. Vous avez choisi de réunir plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on pourra avoir de particulier? Parce que je crois que vous vous êtes fait plaisir pour cette édition. Alors déjà, on va rendre hommage aux cofondateurs qui est Serge Boisac et puis Marc Nassari. Ils seront avec nous. Ils sont décédés malheureusement l'année passée. Mais on a vraiment plaisir à les avoir avec nous. On aura de l'animation, ça veut dire on aura un magicien pour le premier jour du vernissage, donc quand même ce qui est important, va pouvoir passer dans le public, faire ses tours de magie. On aura une immense marionnette qui a officié pendant quelques jours à Coppet. Christophe, qui en est l'auteur, absolument. Et puis, on aura, en nocturne, on aura la production jazz production, justement, en la personne d'Adriano. Et le dernier jour, une cantatrice avec sa pianiste. Donc, pour nous, on a vraiment essayé de mettre tous les arts, en fait, en exergue. Entre la peinture, la sculpture, la musique, la magie. Donc ça, c'est important pour nous qu'on réunisse un peu tout ça. Créer une grande fête justement pour les 30 ans de l'association des peintres et sculpteurs de la Côte. Je vous propose, Alexandre, qu'on se retrouve dans un tout petit moment pour découvrir l'atelier de Christian, autre coprésident de l'association et qui est lui aussi artiste. À tout à l'heure, Alexandre. Merci Andrea pour la visite de ce premier atelier. On se réjouit de voir donc le deuxième à Art-Gland. On va passer au sport tout de suite avec vous deux, messieurs, Vincent Guillot et Jean-Claude Beauvais. Rejoignez-moi seulement en plateau. Voilà pour parler donc de Omnisport Gland. Alors c'est une des plus anciennes sociétés de gymnastique du district qui a fêté ses 80 ans. Alors aujourd'hui, Omnisport Gland rassemble des amateurs passionnés pour jouer donc au foot en salle, au basket, au mini-hockey et autres sports. Alors Vincent Guillot, samedi passé, à Gland, à la salle communale, vous avez fêté les 80 ans de cette association. C'était une belle soirée. C'était une soirée extraordinaire parce que 80 ans, c'est un âge canonique. Donc ça méritait une fête, une belle fête. Ouais, voilà. Une belle fête pour marquer l'événement. Oui. Et puis revenir aussi dans les archives aussi du club, parce qu'il me semble que c'est un club qui a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses à raconter, qui a une transformation aussi. Vous imaginez bien qu'en 80 ans, il s'est passé énormément de choses extraordinaires. Le club a été fondé en octobre 1943 à Gland, en pleine guerre mondiale, il faut quand même le préciser, où les jeunes étaient appelés ils étaient mobilisés à l'époque, donc des jeunes de Gland ont décidé de fonder une société en 1943 en pleine guerre mondiale. Voilà. C'était de la gym, et alors après ça s'est transformé en centre omnisport. Dites-moi, Jean-Claude Beauvais, vous êtes l'ancien président de cette association. C'est à quel moment qu'il y a eu ce tournant de gymnastique à multisport? Sauf erreur de ma part, en 83 pour les Vaudois, qui a été fondée la gym homme de Gland. D'accord. Et moi, j'ai accédé à ce club en 91. Ouais. En tant que moniteur d'abord, et puis à partir de 2001 comme président. Donc vous avez fait plus de 30 ans au sein de ce club. Ça représente quoi de fêter les 80 ans? C'était magique, quoi. On a invité les anciens, on était 4 anciens présidents et le nouveau président. Et c'était vraiment chouette. Ouais. Une soirée vraiment sympa. C'est quoi la vocation aujourd'hui de ce club? Alors je disais, j'ai cité le football en salle, le basket, l'uni-hockey, quoi d'autre?
Pour l'instant, c'est ça. Et c'est déjà pas mal, C'est déjà vous bien. me direz. Non, Mais alors pourquoi cette vocation de faire du multisport comme ça? Parce que le but, c'est que, quand j'étais moniteur, on pratiquait surtout le foot en salle et le uni-hockey, et qui plaisait à tout le monde. Puis c'est récréatif, c'est convivial. Hein, c'est vraiment... Ouais. Je trouvais vraiment chouette. Convivial. Comme expérience, Voilà. ouais. Omnisport Gland est un club convivial qui s'adresse à combien de personnes aujourd'hui? Il y a combien de membres? Une Vincent Guillot quarantaine de membres, plus ou moins actifs, mais on a des gens on a des fidèles, on a des gens qui nous ont rejoints. Beaucoup de gens nous ont rejoints dernièrement. Ouais. Je tiens à le souligner. Comme vous d'ailleurs, je crois que c'est assez récemment que vous êtes dans le comité de ce club, non? Alors dans le comité, oui, mais moi je suis membre actif depuis 20 ans. Bientôt. Ah, depuis 20 ans, Depuis 20 ans, d'accord. alors que je suis encore jeune, on va Oui. dire. J'espère. Mais alors, c'est quoi qui fait l'âme de ce club pour vous? C'est la camaraderie, c'est l'esprit fair play, c'est du sport plaisir, Jean-Claude l'a bien dit, c'est vraiment du sport plaisir, c'est de bouger sans compétition. On fait du football en salle, du uni-hockey, de manière tout à fait fair play. Et c'est ça qui plaît aussi, de ne pas avoir de pression avec un classement, un championnat. Faire des matchs tous les week-ends, Voilà, etc. Non, là, exactement. on se fait plaisir. Oui, on se C'est fait tous les plaisir. mardis au Perreret. C'est tous les... Voilà. J'aimerais juste revenir avec vous sur une petite anecdote, moi, qui m'a fait sourire, parce que vous l'avez mise en avant lors de votre soirée des 80 ans. C'est le 24 juillet 48, la flamme olympique des Jeux Olympiques de Londres passait dans la région lyonnaise. Et alors, paraît-il qu'elle était portée par quelqu'un de la Société de gymnastique de Gland, c'est ça? Exactement ça, ouais. Ouais. Non, moi, je ne l'ai pas connu parce que je n'étais pas né. Mais alors, qu'est-ce qu'on vous a Il avait été raconté? tiré au sort en plus. Ouais, c'était ça, C'était ouais. un jeune de la section des jeunes. Il avait été tiré au sort pour les Jeux de Londres. En fait, la flamme était passée dans la région et sur 1500 mètres, la société a porté la flamme olympique, ce qui est quand même une anecdote assez... Ah bah oui, et ce qui a marqué l'histoire de ce club. Et aujourd'hui, on a toujours la flamme. Voilà. Ah, joli, voilà, jolie conclusion, toujours la flamme. Donc, Omnisport Gland, merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce club. Donc, vous voyez, tous les mardis soirs, si vous voulez faire du foot en salle, du basket, du uni-hockey, avec le plaisir et la camaraderie, voilà, vous savez... Et je salue aussi notre président, Javier Morales. Et oui, qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui. Oui, on va lui souhaiter bonnes vacances quand même. Voilà. Se reposer après cette fête des 80 ans. Voilà, merci à tous les deux, messieurs. Andrea, on retourne à toi pour parler culture. À Arglan, alors, c'est quel atelier que tu nous fais visiter maintenant? Oui, Alexandre, alors regarde, je suis toujours à Gland, mais je suis en compagnie de Christian. Bonjour. Bonjour. Vous me recevez ici dans votre atelier. Ouais. Alors vous, Alain Verzaline, vous avez déjà ouvert ce lieu au public. Hein. Oui, il y a il y a que ce soit les étudiants en art ou des visiteurs qui viennent comme ça, ou des clients qui viennent voir les tableaux qui avancent, ou choisir un tableau ou une sculpture, voilà. Ouais, alors je vous montre un petit peu les lieux ici. Christian, peut-être vous, énormément de choses. Peintre et sculpteur. Peintre et sculpteur. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette manière de créer? Ah bah pour moi c'est ma raison de vivre. Hein. La peinture et la sculpture, c'est deux opposés, on va dire, et j'aime bien pouvoir avoir un certain équilibre. En fait, je fais de la peinture-sculpture, et mes peintures en plus sont du volume. Donc, je travaille sur comme un bas-relief un petit peu, mais en plat, voilà. Donc, je vais donner du volume sur mes tableaux, et mes sculptures, plutôt que de rester que du volume, ça va être une toile en volume, voilà. Alors moi, c'est ma raison de vivre, c'est créer. J'en ai fait mon travail professionnel. Donc, je suis pas peintre et sculpteur, mais je suis designer en horlogerie, voilà. Et voilà, il y a cette touche de création qui est tout le temps dans ma vie, sur le théâtre de marionnettes, les peintures, la sculpture et tout ça. Donc, ça fait il y a beaucoup de choses ici, c'est très riche. Justement, on voit des marionnettes qui sont là-bas un petit peu cachées. C'est le tableau, voilà, c'est le théâtre. Porte là-bas, tout caché, voilà. Mais Christian, j'aimerais savoir, alors il y a cette association qui existe depuis aujourd'hui 30 ans, cet événement qui aura lieu notamment du côté de Grandchamp. Qu'est-ce qu'il représente pour vous et pourquoi justement, quelle importance de réunir tous les peintres et les sculpteurs de la région? Alors, c'était important pour moi il y a 25 ans, parce que c'était quand je suis arrivé ici, c'était un autre moyen de prendre contact de prendre racine avec le territoire et de rencontrer des peintres et sculpteurs. Et puis l'aventure a continué comme ça pendant 25 ans. Et puis, on a des rencontres fabuleuses, des rencontres avec des gens d'ici et d'ailleurs, des gens qui partagent la même écriture, la même façon de pouvoir de pouvoir communiquer, la peinture, la sculpture, et puis des rencontres fabuleuses. Le public.
Oui, c'est extraordinaire. À quel Chaque point année, c'est de plus en plus. Est-ce qu'il achète ce public? J'aimerais savoir. Oui, il achète. C'est des coups de cœur. C'est monsieur et madame tout le monde. C'est des collectionneurs. C'est des galeristes. C'est très, très varié. On n'a pas un public cible. On n'a pas quelqu'un qui est vraiment défini. C'est monsieur et madame tout le monde. Et c'est assez fou. C'est des coups de cœur. C'est pas que, bon, il y a toujours le réseau qu'on connaît, nos amis, notre famille autour de nous. Mais au bout d'un moment, ils nous connaissent. Hein. Donc, Ouais, forcément. voilà. Et on reconnaît aussi la patte de certains artistes qui reviennent souvent chez nous. Donc voilà, Alexandre, tu l'auras compris. Arglan, c'est du 19 au 29 octobre. Et si vous aimez ces pièces, eh bien, certaines, vous pourrez peut-être les retrouver du côté d'Arglan. Voilà, très belle journée à tous. Merci Christian d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et puis, venez nombreux. Ça va être superbe. Et on va faire la fête. Ouais, et puis Halloween, ça fait peur chez vous, dis donc. Ah ouais, alors moi, voilà. Hein, moi, Halloween, ça va être une marionnette. Voilà, Halloween la Côte, c'est donc le 28 octobre et pour cette occasion, oui, on a transformé le plateau avec squelettes, sorcières, fantômes et autres. Et puis surtout, on a accueilli Cédric Jacquard et Gaël Pontillot. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Avec grand plaisir, vous êtes tous les deux membres du comité organisateur donc de l'association Halloween la Côte. Alors c'est le 28 octobre au Perreret à Gland. Alors ça va, ça se prépare gentiment. Je vois qu'il y a de plus en plus, en fait chaque année, Gaël, vous nous amenez de plus en plus de costumes et de marionnettes. Oui, on en a de plus en plus, puisqu'on en fabrique de plus en plus, on en reçoit de plus en plus, on s'en offre quelques-unes de plus en plus aussi, et puis la fête grandit, donc oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous confectionnez tout vous-même, en fait, de A à Z, c'est ça, Cédric? Alors les pièces en plateau, on imagine bien qu'on n'est pas capable, et on adorerait avoir ce talent-là. Maintenant, on a des partenaires, on achète quelques pièces, mais 80% de la déco, c'est de la récupération, c'est notre équipe qui construit, que ce soit le broyeur humain, la guillotine, la chaise électrique, et j'en passe, tout ça. La chaise électrique. Oui, il faudra venir la voir le 28. D'accord. Tout ça, c'est du fait maison, et surtout récupération, c'était ça le but aussi, c'est d'aller, grâce à la commune, Sotridec et d'autres partenaires, on arrive à avoir des matériaux qui nous permettent de bricoler. Et rejoignez-nous, tous les dimanches, on bricole au dépôt. C'est dans 2 semaines. Donc on peut encore venir bricoler pour confectionner tout ça. On arrive gentiment au bout, mais il y a un site internet, les gens passent, s'ils veulent venir nous aider, prenez contact avec grand plaisir. Alors qu'est-ce qu'on fait à Halloween, Gaël? Parce que donc c'est la 4e édition, c'est donc le 28 octobre, c'est à Gland au Perreret, mais alors du coup, il se passe quoi en fait? Il se passe que là ça a évolué, parce que justement on arrive au Perreret, on va vous faire découvrir finalement un nouveau lieu au Perreret, avec en plus cette année la possibilité d'être à l'intérieur à la salle de gym et de faire la fête à la suite de la soirée bonbons, etc. Et donc, on a un village d'Halloween ouvert dès 17h le samedi, où il y a des food trucks, des bars, des jeux en libre service, où il y aura de l'animation aussi, avec quelques associations de la ville de Gland qui viennent présenter 2-3 spectacles. On va avoir foraine aussi qui grandit avec manège, tir-pipe, pêche au canard. Donc voilà, on a pensé un peu plus à nos jeunes aussi. Mais alors, Halloween, c'est la 4e édition d'Halloween la Côte, mais j'ai l'impression que là, de plus en plus, il y a Halloween aussi au château de Prangin, il y a Halloween à Arzier. Ça prend, en fait, finalement, cette fête américaine, là, ça commence à... Celte, irlandaise. C'était à nous. Et c'est vrai que depuis qu'elle est partie au States, tout le monde parle de cette fête américaine, mais qui est européenne à la base, et qui est gentiment en train de prendre ses marques, au même titre qu'on a la fête des enfants le 1er août. C'est quelque chose que les gens attendent. Par contre, c'est très octobre. On ne va pas parler d'Halloween au mois de janvier. Par contre, en octobre, c'est l'émulation. Sauf les boutiques, peut-être, qui veulent vendre. Peut-être, voilà. Mais c'est vrai que c'est en train de prendre. Nous, en 2018, on teste un truc sans vraiment prétention, en sachant pas du tout où ça va nous emmener. Et on attend qu'une chose maintenant, c'est la 5e édition, sur ce nouveau site des Perrerets. Donc, on quitte la gare suite à vos nombreuses venues. Donc, on vous remercie. Nombreuses venues, ça veut dire quoi? Il y a combien de personnes? C'est-à-dire qu'il y avait trop... Alors, compter, ce serait un mensonge que de le dire. Mais en termes de sécurité, en tout cas, on a vu que la gare était bien trop proche des rails. On était trop rempli. Donc, on quitte avec regret parce qu'on commençait à maîtriser un peu ce site, mais pour arriver à cette 4e édition au Perreret. Et donc, on va découvrir un nouveau site. Nous-mêmes, on le découvre encore tous les jours. Donc, on se réjouit de faire cette première et d'imaginer directement, avec l'accord, si on le reçoit des autorités, la 5e l'année prochaine pour fêter les 5 ans. Et voilà l'aventure. Mais on va se focaliser sur la 4e, le 28 octobre. Voilà, on va aller déguster les petits bonbons. Enfin, on va aller en demander des bonbons. On va demander, oui, alors... Surtout. Voilà. Bon, on me dit en régie que ça fait trop cric-cric.
Bon, alors, j'ouvrirai mon paquet de bonbons après. Voilà. Cédric, Gaël, merci beaucoup. Et puis, belle fête d'Halloween à vous, le 28 octobre, à Gland. Voilà. Merci à vous, qui êtes chez vous, qui avez regardé cette émission. Je vous souhaite, un bon week-end. Jeudi, vous retrouverez le conseil communal de Gland en direct sur Nyon Région Télévision. On va vous souhaiter bonnes vacances aussi, puisqu'on se retrouvera donc dans 2 semaines. On revient le 30 octobre avec une autre quotidienne. D'ici là, vous retrouvez tous nos programmes, bien sûr, sur notre chaîne. Allez, bye bye.